Quand on fait la guerre, on va tuer des gens. Et on ne va pas seulement risquer sa vie. Et d'ailleurs, je pense que le fait de risquer sa vie est acceptable pour un soldat parce que précisément, ça lui permet de rééquilibrer l'espèce de tabou absolu qu'il transgresse en allant donner la mort. Parce qu'il le fait au prix de sa propre vie. À partir du moment où on pose cette évidence, le métier militaire conduit à un engagement aussi fort, aussi extrême, on pose évidemment, avec beaucoup plus d'acuité, la question de la légitimité du combat. Il y a une légitimité du combat qui ne s'interroge pas, c'est la défense de son pays. Mais nous avons été amenés, dans ce qui n'était pas des guerres, mais des combats, à nous battre en portant le drapeau français pour des choses qui n'étaient pas directement la défense de notre pays, qui pouvaient être effectivement le respect du droit international ou qui pouvaient être l'humanitaire. Je pense que le plus difficile n'est pas tant le respect du droit international que l'intervention d'humanité. Parce que quand on est engagé dans des opérations humanitaires ou d'humanité, on porte le cœur palpitant de la société française en pleine compassion vis-à-vis de populations qui sont en guerre et qui souffrent. Or, je pense que l'émotion est très mauvaise conseillère. Et elle est même très dangereuse. Parce que l'émotion conduit à vouloir désigner le camp du bien et le camp du mal. Et donc, quand on est un soldat qui intervient dans une opération d'humanité, portant l'émotion de sa société et de son opinion publique, on peut être amené à être aveuglé par ce besoin du bien et du mal. Alors, l'avantage du soldat quand il est confronté à cette difficulté-là, c'est qu'il voit bien sur le terrain qu'il n'y a pas des gentils et des vilains. Il faut bien faire la différence entre une intention de nature politique et géopolitique et géostratégique qui peut être jugée illégitime ou légitime. Cette tension entre ce qu'il doit conduire comme action pour être juste et l'exigence qu'il ressent de la part de son opinion publique est très compliquée à gérer. Vous avez vécu cet écartèlement ? Oui, je l'ai vécu en Somalie, je l'ai vécu à Sarajevo, au Rwanda en particulier. C'était des victimes absolues et des bourreaux. Sauf que même vis-à-vis du bourreau, il faut que vous continuiez à vous comporter comme un soldat français. Et donc vous n'avez pas le droit de torturer des gens. Mais en fait, vous savez que votre opinion publique vous encouragerait presque à le faire. Parce que nos opinions publiques, elles sont guidées par l'émotion et par les passions. Donc voilà ce qui rend, dans cette entre-guerre que j'ai connue, le combat et l'engagement militaire très difficile. Ça conduit à un degré de questionnement et de conscience politique particulièrement élevé, qui fait qu'à mon avis, nos soldats sont, pardonnez-moi de le dire, mais un peu des surcitoyens ou des super-citoyens. Je trouve que la France devrait mieux les connaître et mieux s'inspirer de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont. Nous ne pouvons tuer que pour la France, écrivez-vous, pas pour la démocratie. La légitimité de sa présence, est-ce que c'est une question que le militaire se pose quand il est en opération extérieure ? On réfléchit toujours. Et souvent on se dit, c'est étrange d'être là. Et souvent on se dit, qu'est-ce qui vaut que mon camarade soit mort à côté ? Et est-ce que vraiment mon pays me demande ça ? Et la réponse n'est jamais évidente. Moi je pense qu'on s'est battu pour la France. Je pense que parfois c'était un peu limite. Je pense qu'il aurait parfois fallu un débat national plus important. Qu'est-ce qui vaut que ces soldats engagent ma responsabilité en tant qu'individu, en tant que citoyen français, en allant tuer des gens ? Et ce dont je peux témoigner, c'est que, en tout cas quand j'ai été chef d'état-major des armées, c'est que le politique est très attentif et ce à quoi il est très sensible comme argument de la part d'un chef militaire, c'est précisément l'argument de ce questionnement éthique du soldat, qui, il le sait, lui interdira de demander n'importe quoi à un soldat. Je suis très heureux de témoigner que les politiques que j'ai servis, que ce soit le président de la République, les premiers ministres ou le ministre, étaient parfaitement conscients de ça. Un soldat, c'est un être humain qui a sa conscience, son intelligence, et vous ne pouvez pas faire sans ce degré de conscience et d'intelligence. Je ne sais pas si toutes les armées du monde ont ce même degré de conscience, de réflexion. Vous trouvez qu'on ne rend pas assez hommage aux soldats français ? Le questionnement qui était le mien, c'est, et depuis très longtemps, comment peut-on avoir disparu du paysage mental et psychologique des Français, nous soldats qui sommes engagés en permanence en opération extérieure. Et comment se fait-il que nous ayons disparu au point d'ailleurs que la guerre puisse paraître non pas seulement quelque chose d'horrible ou de terrible, mais quelque chose d'abject, que la guerre ayant été considérée comme une sorte de babouinerie définitive, on est capable de dénier l'éventualité d'un recours à la guerre et que rien ne vaut qu'on aille se battre. Ça a toujours été une interrogation pour moi, une incompréhension,
parce que j'avais le sentiment que les combats que nous menions étaient des combats qui valaient d'être menés, dont on pouvait interroger les fondements et la légitimité, certainement, et que par ailleurs, nous avions réussi à la conduire et à la mener en restant dignes de notre drapeau, digne de notre pays, digne de la France. Voilà, et sans la déshonorer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'entre-guerre que vous décrivez, puisque la guerre est revenue sur le continent européen. Est-ce que vous pensez que la création d'une armée européenne serait une bonne réponse ? D'abord, quand on parle d'armée européenne, il en existe une d'une certaine manière, ça s'appelle l'OTAN, c'est une alliance, voilà. Alors qui est de l'Atlantique Nord, bien sûr. Et poser la question d'une défense européenne ou d'une armée européenne, qui sont deux choses différentes, sans poser la question de l'OTAN, ça ne rime à rien. La vraie question, c'est est-ce que l'Europe seule, pas contre les États-Unis, mais indépendante des États-Unis, est capable de prendre en charge son destin sur le plan militaire, de sa défense, de la promotion de ses intérêts et de ses valeurs. Alors, c'est une question qu'on va devoir peut-être se poser rapidement, si les Américains font des choix politiques qui conduisent à cela. Et je dirais même en dehors des personnalités qui sont élues aux États-Unis, je pense que le mouvement, la tendance lourde, c'est forcément que les États-Unis vont de plus en plus se détourner de l'Europe et réorienter leurs priorités stratégiques de l'autre côté du monde, du côté Pacifique et Asie. Est-ce que j'y crois ? Combien de temps ça peut prendre ? Je n'en sais rien. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été construit dans l'OTAN, c'est-à-dire des normes, des procédures communes, des façons de travailler ensemble communes, sert déjà à des Européens qui pourraient devoir travailler sans l'OTAN. La question en réalité, elle est essentiellement de la volonté politique des États membres de l'Union européenne. Cette entre-guerre dont on parle, qui a été le mien, et en particulier à la fin de ma carrière quand j'étais chef d'état-major des armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts